Le syndrome de Stockholm, c'est un nom qu'on a tous déjà entendu, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? On va plonger ensemble au cœur de ce mécanisme psychologique aussi complexe que fascinant pour comprendre comment il est né et surtout ce qu'il nous révèle sur notre instinct de survie. Et voilà la question centrale, le paradoxe qui nous fascine tous. Comment est-ce possible? Comment une personne privée de sa liberté, menacée de mort, peut en arriver à développer de l'empathie, voire de l'affection pour son propre bourreau? C'est ce mystère qu'on va tenter de percer. Bon, avant d'aller plus loin, mettons les choses au clair. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas du tout un choix rationnel ou conscient. C'est une stratégie d'adaptation complètement involontaire, un mécanisme de défense que notre cerveau déclenche face à un danger de mort et un sentiment d'impuissance totale. Alors pour piger d'où ça vient, il faut remonter le temps. Direction Stockholm, en Suède, en août 1973. Ce qui commence comme un braquage de banque un peu classique va en fait marquer à jamais l'histoire de la psychologie. Imaginez la scène. Un type, Jan-Erik Olsson, un prisonnier en cavale, déboule dans la banque et hurle ces mots en anglais. L'ambiance est posée. La terreur s'installe direct. Le braquage tourne mal, très vite, et se transforme en une prise d'otage qui va durer presque une semaine entière. Et là, c'est parti pour 6 jours de huis clos complètement intenses. Olsson, armé jusqu'aux dents, super imprévisible, a une demande un peu surprenante. Il veut que son ancien pote de cellule, un criminel notoire du nom de Clark Olofsson, le rejoigne. Et les autorités acceptent. Mais ce qui va vraiment choquer tout le monde, c'est ce qui se passe à la fin du siège. Les otages sortent et ils protègent leurs ravisseurs. Ils sont même hostiles envers la police. Et c'est là que tout se joue. Une dynamique incroyable s'installe, celle du mauvais flic et du bon flic. D'un côté, on a Olsson, la menace constante, le type qui crie qu'il va tous les tuer. Et de l'autre, Olofsson, qui arrive et joue le rôle du protecteur. Il est calme, il rassure les otages, il calme Olsson. Cette dualité, elle est absolument essentielle pour comprendre la suite. Il faut essayer de s'imaginer la peur initiale. C'est l'une des otages, Christine Henmark, qui décrit cet état de dissociation, de stupeur totale, où la pensée rationnelle s'arrête net. C'est dans ce vide psychologique, cette terreur absolue, que les graines du syndrome vont commencer à germer. Et voilà le basculement. Face à la menace de mort incarnée par Olsson, Olof devient une figure de sauveur. Un simple geste de gentillesse, un mot rassurant, dans une situation totalement inhumaine, ça crée un lien d'une puissance incroyable. Cette perception de bonté, c'est vraiment l'un des piliers du syndrome. Et puis, il y a ce retournement de situation. La police, qui essaie d'intervenir de l'extérieur, devient une menace commune, pour les ravisseurs et pour les otages. À l'intérieur de la chambre forte, un nouveau groupe se forme. Ce n'est plus 4 otages et 2 criminels. Comme le dira Olofsson lui-même, c'est un groupe de 6 personnes unies contre le monde extérieur. Ok, on a l'histoire. Maintenant, la grande question c'est pourquoi? Pourquoi ce lien complètement fou se forme? Eh bien, la réponse, on ne la trouve pas dans la logique, mais dans les recoins les plus primitifs de notre cerveau. Les experts ont identifié 4 ingrédients essentiels. Premièrement, il faut que la victime pense sincèrement qu'elle va mourir. Deuxièmement, il faut un petit geste de gentillesse de la part du ravisseur. Troisièmement, un isolement total du monde extérieur. Et enfin, le sentiment qu'il n'y a absolument aucune issue. Quand ces 4 conditions sont réunies, le cerveau passe en mode survie ultime. Et c'est ça le cœur du truc. Ce n'est pas un choix, c'est une victoire de notre biologie. Notre cerveau reptilien, celui de la survie, prend le dessus sur notre cerveau rationnel. S'identifier à l'agresseur, coopérer, ça devient soudain la stratégie la plus intelligente pour rester en vie. C'est une logique purement situationnelle. Alors on a l'impression que c'est un concept bien établi, mais en fait pas du tout. Il faut savoir que dans le monde clinique et psychiatrique, le syndrome de Stockholm, c'est un sujet qui fait vraiment débat. Il est loin de faire l'unanimité. Un fait essentiel à retenir, ce n'est pas un diagnostic officiel. Ça n'apparaît dans aucun des grands manuels de psychiatrie. Certains critiques vont même plus loin et disent que le terme peut être problématique, parce qu'il risque de déplacer l'attention sur la réaction de la victime, au lieu de se concentrer sur le crime de l'agresseur. Autre point super important à ne pas confondre. On entend souvent le terme utilisé pour des cas de violence conjugale par exemple. Mais en fait, c'est une erreur. Le syndrome de Stockholm, le vrai, ça concerne une prise d'otage soudaine par un étranger. Le lien qui se forme dans une relation abusive, qui dure, ça porte un autre nom, le lien traumatique. Ce sont vraiment 2 dynamiques différentes. Ce qui est intéressant, c'est que le concept a complètement dépassé la psychologie. C'est devenu une métaphore qu'on utilise un peu partout. Par exemple, certains analystes politiques l'ont utilisé pour tenter de décrire des dynamiques complexes, comme la relation historique du Québec avec le reste du Canada. C'est juste un exemple pour montrer à quel point l'idée a infusé la culture. Et pour rendre les choses encore un peu plus complexes et fascinantes, il faut savoir que le syndrome de Stockholm n'est pas la seule réaction psychologique possible dans une situation de captivité. Il existe des phénomènes inverses qui sont tout aussi troublants. En fait, il n'y a pas qu'une seule façon de réagir.
On a le syndrome de Stockholm, bien sûr, mais il y a aussi son exact opposé, le syndrome de Lima, où ce sont les ravisseurs qui développent de l'empathie pour leurs victimes. Et puis, il y a le syndrome de Londres, où la victime, au lieu de coopérer, devient agressive et défie son ravisseur. Ça montre bien toute la complexité de l'esprit humain. Finalement, quand on regarde tout ça, Stockholm, Lima, Londres, ça nous amène à une question bien plus vaste. Ces réactions qui nous semblent si paradoxales, si irrationnelles, ne sont peut-être pas des anomalies. Elles sont peut-être simplement des témoignages de l'incroyable plasticité de l'esprit humain. Un rappel que, face à une pression extrême, nos instincts de survie peuvent prendre des formes qu'on a encore bien du mal à comprendre.